Difference and repetition. Difference. Et si je te raconte Et si je te raconte, le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait visiter les coulisses de l'exposition La Répétition, commissariat Éric de Chassé. La répétition fait partie d'un cycle d'exposition autour de la collection du Centre Pompidou à Paris. Anne Horvat, responsable de la programmation. Que nous, on appelle les expositions phares. C'est une sélection des œuvres parmi l'une des plus grandes collections d'art moderne et contemporain au monde. La Répétition. C'est une exposition phare du Centre Pompidou-Metz, en ce qu'elle réunit pendant une durée exceptionnelle de 2 ans les œuvres de plus de 60 artistes modernes et contemporains qui gravitent tout autour d'un axe, celui de la répétition. 20 fois sur le métier remettez votre part. Alors pourquoi ce thème ? Est-ce qu'il est particulièrement fondateur de l'art moderne ou est-ce qu'il a toujours habité l'histoire de l'art ? Et quelles sont les 1001 solutions que les artistes ont pu trouver tout au long du XXe siècle pour traduire la façon dont les actes, les gestes ou l'histoire se répètent ? Je m'appelle Jeanne Dreyfus, je suis historienne de l'art et pour répondre à ces questions, j'ai rencontré toute l'équipe du Centre Pompidou-Metz, mais aussi bien sûr le commissaire d'exposition Éric de Chassé, directeur de l'Institut national d'histoire de l'art à Paris et invité phare à cette occasion de la directrice Chiara Parisi. Bonsoir à tous. On est très heureux d'inaugurer la nouvelle exposition de Centre Pompidou-Metz, La Répétition. C'est assez irrésistible quand on vous invite à choisir dans les collections d'un des plus beaux musées du monde ce qui vous plaît et de le montrer ensemble. Été 2020. Les musées sont fermés au public. Chiara Parisi joint Éric de Chassé pour lui faire une proposition. Une future exposition de 2 ans à Metz avec pour terrain de jeu les 140 000 œuvres du Centre Pompidou à Paris autour d'un thème qu'elle lui proposerait. L'invitation était une invitation à faire une carte blanche. Éric de Chassé. Choisir dans les collections du Musée national d'art moderne Centre Pompidou des œuvres à montrer ensemble. Il se trouve que Chiara Parisi, la directrice du Centre Pompidou-Metz, avait eu l'idée d'un thème qui aurait été l'obsession, mais j'avais fait une exposition l'année précédente, il y a 2 ans. Je me suis dit que la question de la répétition m'intéressait plus. 20 fois sur le métier remettez votre part. Cet intérêt pour la répétition n'est sans doute pas anodin et porte sur les fondements même de l'art, mais aussi de l'histoire de l'art, où la notion occupe une place qui est loin d'être simple. Certes, l'artiste répète le réel avec la mimésis, et répéter l'œuvre des grands maîtres pour chercher son style propre passe encore. Mais quand l'idée de la répétition ébranle notre habitude bien ancrée d'une histoire de l'art linéaire, jalonnée de chefs-d'œuvre qui agissent comme des garde-fous contre l'éternel retour du même, là, c'est parjure. Ce qui est sûr et certain, c'est que le musée s'est développé sur l'idée de chef-d'œuvre, c'est-à-dire sur l'idée qu'il y aurait des œuvres qui correspondraient à un geste unique, à un moment fermé sur lui-même dans la vie d'un artiste et dans l'histoire de l'art de façon générale. Et que, en prenant comme thème la répétition, ça va contre l'idée que chaque artiste viendrait améliorer ce qui a été fait par un artiste précédent. Alors, mon constat est que les situations sont beaucoup plus diverses et que les artistes ont des pratiques beaucoup moins fondamentalement en rupture complète avec ce qui a précédé que ce qu'on a l'habitude de mettre en valeur. Bonjour monsieur, oui, c'est au 6e étage. Ce rebattage du grand jeu de cartes de l'histoire de l'art commence dès les premiers instants où le commissaire travaille sur la liste d'œuvres même de l'exposition au Centre Pompidou. Installé à son bureau, Éric de Chassé tape dans la base de données du musée le mot « répétition ». Une œuvre de Marie Laurencin, Huile sur toile, datée de 1936, intitulée « La répétition », apparaît. Inconnue de lui, cette peinture allait devenir l'affiche de l'exposition et une de ses figures de proue. J'avoue que je ne connaissais pas grand-chose à Marie Laurencin. Pour moi, comme à peu près tous les historiens de l'art, Marie Laurencin, à quelques exceptions près, c'est une artiste qui vaut surtout parce qu'elle a su représenter Apollinaire et ses amis au moment où elle vivait avec Apollinaire, et qu'elle a fait des tableaux qui se trouvent un peu partout dans le monde, mais auxquels je n'ai jamais prêté une très très grande attention. La répétition, peinte par la portraitiste mondaine Marie Laurencin, née en 1883 à Paris, connue pour ses camailleux pastels et ses adolescentes androgynes, est tout entière nimbée de mystère.
Elle représente 5 jeunes femmes dans un espace dont un rideau rouge nous fait songer qu'il s'agit d'un théâtre. Chacun de ces visages, peau laiteuse, yeux d'oie, dont la frange supérieure des cils est un autre rideau pour leurs grosses pupilles noires, est le même. Seule leur attitude diffère. L'une tient une guitare, une autre esquisse un pas de danse, 2 dernières sont assises, les regardant l'air songeur. Cette œuvre, peu connue des historiens de l'art, et qui pourtant recèle un mystère, allait conduire le commissaire d'exposition à mener une enquête qui l'amènerait à en faire l'affiche de l'exposition. Je suis devenu obsédé de Marie Laurencin et de ce tableau en particulier. Je me suis rendu compte que non seulement ça évoquait les Demoiselles d'Avignon, mais que ça répétait de façon littérale un certain nombre d'éléments des Demoiselles d'Avignon. Les Demoiselles d'Avignon, tableau de Picasso de 1907, considéré comme un des moments de rupture fondamentaux de l'art moderne. Et j'en ai parlé à tout le monde, et il se trouve qu'un jour, en parlant à Christian Brien, qui est le directeur des collections du Musée national d'art moderne, et il m'a dit « Ah, mais vous devriez regarder, dans les mémoires de Kahnweiler, il mentionne ce fait-là. » Dans la conversation de 1933 entre le marchand Kahnweiler et Picasso, l'artiste espagnol livre en effet un indice décisif. Les Demoiselles d'Avignon. Est-ce que c'est un peu m'agacer? Pablo Picasso. C'est Salmon qui l'a inventé. Vous savez bien qu'au début, ça s'appelait le bordel d'Avignon. Vous savez pourquoi? J'habitais à 2 pas de la cale d'Avignon. J'y ai acheté mon papier et mes couleurs d'aquarelle. Et nous faisions un tas de blagues à propos de ce tableau. L'une des femmes était la grand-mère de Max, l'autre Fernande, et une autre Marie Laurencin. Toutes dans un bordel d'Avignon. Un grand blagueur, ce Picasso. Et pas misogyne pour un sou. Quand Marie Laurencin fait ce tableau, 30 ans après, en reprenant les Demoiselles d'Avignon, elle sait exactement ce qu'elle fait. Je ne sais pas à quel point elle a conscience, elle n'en a jamais parlé, hein, et c'est difficile de savoir à quel point c'est un geste conscient de dire, puisque j'étais une des prostituées du tableau, je vais faire un tableau qui va le démonter. Et dans ce geste de répétition, et pour moi ça a valeur effectivement d'incarnation de l'exposition en partie, alors on a à peu près tous les niveaux possibles de répétition. Une répétition au sens de ce qui est représenté iconographiquement, une répétition parce que sur la toile on voit les mêmes motifs répétés, une répétition d'une œuvre préexistante, et puis une répétition qui vient saper l'œuvre de départ. Dans le tableau de Marie Laurencin, les visages sont identiques donc. Seuls leurs corps montrent des différences, comme si l'art avait décidé de ne plus parler d'intériorité, mais de ses propres lois, couleur, volume, mouvement. À sa façon très figurative, Laurencin résonne avec la marche de l'art vers l'abstraction, c'est-à-dire à la réduction des formes à des lignes, des motifs géométriques, des couleurs planes, chose que le peintre Maurice Denis avait comprise en disant en 1890 « Se rappeler qu'un tableau, avant d'être un cheval de bataille, une femme nue ou une quelconque anecdote, est essentiellement une surface plane, recouverte de couleurs, en un certain ordre, assemblées. » Évidemment, le maître dans l'exercice, c'est Piet Mondrian, avec ses rythmes d'horizontale et de verticale ponctués de couleurs primaires. Mais patatras, les 3 huiles sur toile de Mondrian que possède Pompidou Paris sont soit trop fragiles pour voyager, soit ont déjà été prêtées. Qu'à cela ne tienne, le commissaire choisit une toile d'un suiveur de Mondrian, Jean Gorin, datée de 1930 et parfaitement mondrianienne, qui de plus recèle un secret qui a attendu 93 ans pour ressurgir. Me voici au vernissage presse de l'exposition, sur le point de l'apprendre de la voix du commissaire d'exposition Éric de Chassé. Ça n'est pas dit dans le catalogue raisonné de Gorin. Je ne l'ai vu que quand on manipule les œuvres. C'est aussi ça l'intérêt de faire une exposition. C'est qu'au dos du tableau, Gorin a écrit que le tableau a été fini dans l'atelier de Mondrian en 1930, sous la dictée de Mondrian, et que c'est Mondrian qui a donné les éléments du tableau. Et que, voilà, si je reviens à la question de la répétition, tout ça est assez intéressant. Ces trames de lignes dans les toiles de Mondrian puis de Gorin résonnent avec le rythme de la vie moderne. Les plans d'urbanisme en damier américain qui accélèrent les flux de mouvement de la population. Et bien sûr,
la rationalisation des logiques de production industrielle. And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. Cette répétition, allant de pair avec les mécanismes fordistes du début du siècle, ne va faire que s'amplifier avec la répétition des motifs et des signes dans la publicité, le cinéma, les magazines, les comics, celle des figures, mascottes, logos, symboles, designs, enseignes, icônes dans la culture de masse, dont l'artiste officiel et grand synthétiseur s'appelle Andy Warhol. Michel Foucault sur Andy Warhol. Grandeur de Warhol. Avec ses boîtes de conserve, ses accidents stupides et ses séries de sourires publicitaires. Équivalence orale et nutritive de ses lèvres entr'ouvertes, de ses dents, de ses sauces tomates, de cette hygiène de détergent. Équivalence d'une mort au creux d'une voiture éventrée. Au bout d'un fil téléphonique, en haut d'un poteau, en haut des bras étincelants et bleutés de la chaise électrique. Ça se vaut, dit la bêtise. Sombrant en elle-même et prolongeant infiniment ce qu'elle est par ce qu'elle dit de soi. Ici ou ailleurs, toujours la même chose. Qu'importe les couleurs variées ou des clartés plus ou moins grandes. Comme est bête la vie, la femme, la mort, comme est bête la bêtise. Warhol, c'est pratiquement un peintre d'icônes, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui prend la même image et qui en fait des variations, comme un peintre d'icônes reprend inlassablement la même image de la Vierge à l'enfant. L'œuvre de Warhol, qui figure à elle seule dans l'exposition La répétition des images médiatiques, c'est sa série Electric Chairs de 1971, qui montre 10 fois une même chaise électrique portant le souvenir des précédents condamnés, dans un nuancier au ton pop, soit pour exprimer l'aspect mortifère du papier glacé, qui met tout à égalité, soupe, star et engin de mort, soit pour renforcer l'absurdité des débats qui ont alors cours sous la présidence Nixon. Generally speaking, I don't believe that the death penalty accomplishes an overriding social purpose. However, I do think that there are some possible criminal activity where the death penalty can be a deterrent. Là, je suis sur le montage, on est à quelques semaines de l'ouverture de l'exposition. Je rencontre la chargée de scénographie Louise Debré, qui traduit sous forme de parcours spatial la vision d'historien de l'art d'Éric de Chassé. Le dessin du parcours, il est voulu pour être très ouvert, pour ne pas forcément induire le public dans un sens ou dans l'autre. Il doit aussi permettre d'opérer des changements de direction à tout moment. C'est surtout ça le concept qui ressort de cette scénographie, c'est qu'elle soit vraiment ouverte au maximum pour qu'il n'y ait pas, moi j'appelle ça d'autorité en fait. Justement, là, on est en face de deux artistes qui parlent du passage du temps. Un monteur est en train d'accrocher la première œuvre, qui est un ensemble de 30 cadres accrochés sous la forme d'une grille, signée Mary Kelly, artiste britannique féministe des années 70. Alors, il y a des photos en noir et blanc d'effets féminins, un blouson, un sac à main, une nuisette, et en dessous, des mots qui correspondent aux troubles de la sensibilité que le psychologue Jean-Martin Charcot a utilisé pour décrire des femmes considérées comme hystériques. On a extase ou encore érotisme. Parallèlement, on a des textes de l'artiste qui contiennent des récits de la vie quotidienne d'une femme qui voit le temps passer. D'un côté, donc, une stigmatisation clinique, officielle, et de l'autre, une stigmatisation larvée, attachée aux éléments les plus anodins de la vie quotidienne. On peut y lire, par exemple, tout le monde discute tranquillement, en couple ou en petit groupe. Beaucoup sont de vieilles amies. Elles ont l'air différentes, pas seulement plus grisonnantes ou plus grosses, ou plus dégradées ou moins à la mode, simplement pas les mêmes. T'as l'air en forme, me dit-elle en m'embrassant sur les deux joues. T'as pas changé du tout. Et voilà qu'Anna se moque de nous, gentiment. Bien conservée. Elle sourit. Nous rions. Maya dit qu'il y a une certaine liberté qui va avec l'âge, qu'on n'a plus à faire si attention, qu'on peut se lever le matin et s'habiller comme un homme. Je remarque que Maya est vêtue simplement, ses cheveux lâchés sur ses épaules. À presque 60 ans, elle est absolument magnifique. Mais je suis pas si sûre que la plupart des hommes sont si sûrs d'eux.
Son assurance à elle vient peut-être de ce qu'elle sait qu'elle a toujours été une femme très sexy. Elle a l'air surprise. Personne n'est aussi sûr de soi, proteste-t-elle. Je reconnais que je n'ai jamais de ma vie manqué une occasion de jeter un coup d'œil à un miroir si je passe devant, ou à quelque surface réfléchissante que ce soit, espérant saisir un aspect de moi tel que les autres me voient. Pour moi, là encore, on était avec une œuvre qui, à la fois, est formalisée comme sur un principe répétitif, c'est-à-dire différentes catégories qui associent toujours une paire de collages et de textes. On a cette structure formelle répétitive extrêmement forte, mais que chez Mary Kelly, ça porte sur la manière même dont cette répétition affecte ces images et ces textes, et la perception de soi. Et l'œuvre de Mary Kelly se trouve dans l'exposition en face de 2 tableaux quasi monochromes de Roman Opalka, qui en 1965 a décidé qu'il allait faire une chose dans sa vie, c'est tous les jours de sa vie peindre une suite de chiffres qui donc commence en 1965 avec le premier tableau, qui serait terminé le jour où il serait mort, et à chaque nouveau tableau, en mettant plus de blanc dans le noir de son fond. Les chiffres sont peints en blanc sur un fond noir, et chaque tableau, il y a un peu moins de noir, de telle sorte que finalement les tableaux deviennent blanc sur blanc, et qui deviennent blanc sur blanc au moment où l'artiste meurt. Tout a commencé en 1965, à Varsovie, lorsque Roman Opalka a peint, en haut à gauche de sa toile, le chiffre 1, et puis le 2, et puis le 3, jusqu'à la recouvrir entièrement. Remontons le fil du temps, jusqu'au 2 février 2023. Je profite du calme avant la tempête de l'ouverture au public le lendemain pour errer dans les espaces. Je vais dans ma salle préférée de l'exposition, où je regarde 2 toiles monumentales. Une œuvre de la série des Zips de Barnett Newman. Elle se dresse face à moi, c'est une toile quasiment vierge, seulement traversée par 3 bandes noires verticales. La voix de Barnett Newman semble vibrer au rythme de ces 3 cordes noires scandant le tableau. Dans le musée endormi, me reviennent aussi le fil des conversations que j'ai eues avec l'équipe. Il y a eu des restaurations qui ont été faites. Claire Bouli, assistante de production. Notamment sur un chef-d'œuvre de l'art moderne de Barnett Newman. C'est une œuvre où la restauratrice du MNAM a sur place noté qu'il y avait un jaunissement de l'encollement. Son titre, Shining Force to George, qui resplendit à George, en référence à son frère qui a disparu peu de temps avant la réalisation de la toile, et à son nom, en hébreu Zérak, qui signifie briller. Cette alternance, visible dans la bichromie de l'œuvre, entre feu blanc et force vitale, et feu noir et inconsolabilité du deuil, résonne encore dans les mots du commissaire. Ce tableau, il a à voir fondamentalement à la fois avec la mort, puisque c'est dédié à une personne dont on comprend dans le titre qu'elle a dû mourir, mais il a à voir aussi avec la vie, parce que d'une façon très impressionnante, les tableaux de Newman font exactement ce qu'il a exprimé en essayant de dire ce qu'il essayait de faire dans sa peinture, des années après l'avoir fait effectivement. Il a dit: une peinture est faite pour donner un lieu au spectateur. À ma gauche, enfin, un diptyque représente 2 gisants de la sud-africaine Marlène Dumas. L'un, christique, au flanc bleuté par un trou de lance, surplombe un autre, qui évoque Michael Jackson, dans un caisson d'oxygène, d'après une photo du Sun où on l'avait vu tenter de ralentir son propre vieillissement et tenter sa propre immortalité. Je pense pas que l'exposition soit très funèbre, je pense qu'elle est plutôt joyeuse globalement. J'essaye de ne pas esquiver les questions, donc c'est vrai que voilà, je sais pas comment on fait des œuvres d'art sans qu'elles, à un moment ou à un autre, elles aient à voir avec la question de la mort, mais je sais pas comment on vit sans que la question de la mort soit présente. Refermons le livre de cette exposition. Et d'ailleurs, à la dernière page du catalogue d'exposition, Éric de Chassé nous a laissé un clin d'œil.
la dernière œuvre, celle de la jeune artiste brésilienne Camila Oliveira Ferclao, qui représente un cercle dessiné par des points d'interrogation jaunes et noirs. Sans doute parce que c'est l'idée que le commissaire se fait de l'exposition. Un environnement où les œuvres se questionnent les unes les autres, autant qu'elles questionnent le musée et ses récits. Un environnement où les gestes héroïques peuvent naître de gestes tout petits, répétés à tel point qu'ils en deviennent géants, tant et si bien qu'ils peuvent se hisser sur les épaules de l'histoire. Mais alors quittons le commissaire d'exposition en l'amenant hors des sentiers battus, des beaux-arts et du musée, pour le frotter aux répétitions in real life. Je lui adresse 2 dernières questions. Éric de Chassé, si vous étiez une musique qui explore la répétition, vous seriez laquelle ? Je serais Aline de Christophe. C'est-à-dire une sorte de bluette, mais qui en fait peut devenir extraordinairement compliquée, à condition que ça soit un génie qui s'en empare et qui sache 40 ans après le moment où il a fait la chanson la première fois, en faire des choses vraiment extraordinaires, montrer que derrière la chose la plus ordinaire, il y a en fait un abîme de profondeur. Alors dernière question, si vous étiez votre propre éternité, vous répéteriez à jamais quel moment de votre existence, Éric de Chassé ? C'est pas un moment, alors je répéterai inlassablement merci. Merci Éric de Chassé. Et merci à toute l'équipe du Centre Pompidou-Metz, ainsi qu'à mes lecteurs, Elsa de Smet, Louis Daboussi, Olivier Douot.